Bonjour à tous, bienvenue sur un tuto pour Patio sur Cinema 4D, comme vous pouvez le voir avec le logiciel ouvert. Le but de ce tuto, ça ne va pas être de réaliser une animation, donc là on verra pas d'anime, mais ça va être de vous donner les bases qui qui vont me servir dans, je pense, au moins 2 prochains tutos, et qui concernent un module qu'on a déjà vu ensemble. Enfin 2 modules, Expresso et Seeking Particle, et à partir d'opérations mathématiques sur les vecteurs, donc d'addition, soustraction et de multiplication par un flottant, on va voir ce qu'il est possible de faire, et donc à partir de là, comme je vous ai réalisé d'autres tutos avec des exemples peut-être plus concrets ou abstraits, mais enfin voilà. Donc, pour commencer, pour faire simple, on va tout d'abord se créer un petit objet nul sur lequel on va aller chercher le tag Expresso. On va renommer notre objet nul. Hop. Dans notre fenêtre Expresso, on va aller chercher une constante. Donc on va créer un vecteur. Donc type de données ici, on va mettre vecteur. Et pour commencer, on va mettre juste ça. Et en gros, ce vecteur, on va voir que dans ce que je vais montrer, va servir à 2 choses, à jouer ou à définir plutôt la position ou la vélocité d'une particule. Donc pour bien se rendre compte de la position et se donner un ordre d'idée de l'échelle des valeurs qu'on peut rentrer, si par exemple je prends un cube que je vais un peu réduire, que je vais laisser en cube, et que j'applique ce vecteur à la position de mon cube, donc je vais glisser mon cube dans ma fenêtre Expresso, je vais venir connecter la sortie de mon nœud de connexion de ma constante, que je vais relier à les coordonnées position globale de mon cube. Donc là, comme ça, on va voir tout de suite comment ça réagit. Donc en fait, le vecteur, lui, va définir quoi au niveau de la position? Cette valeur ici va définir sa position sur l'axe X, donc rouge. Cette valeur-là va représenter sa position sur l'axe vert, l'axe Y, et cette dernière va définir la position sur l'axe bleu, donc l'axe Z. Donc forcément, si je fais un 100-100-100, je me retrouve en perspective avec l'objet qui a ses coordonnées. Donc ça, c'est l'ultra basique. Et juste pour se donner un ordre d'idée de l'échelle de valeur, c'est tout bête. Si ici je mets un vecteur de 100, 0, 0, si je regarde ici sur mon cube à l'onglet coordonnées, en fait l'unité du vecteur va prendre l'unité générale que vous avez paramétré dans Cinema 4D, qui est cm pour moi, et va donc appliquer une position à 100 cm 0,0. Donc voilà, je dirais pour la base. On va le masquer, on aura peut-être besoin un peu plus tard. Donc voilà pour définir une position. Comme on ne peut pas appliquer direct comme ça une vélocité à un cube, je vais tout de suite maintenant, pour continuer à expliquer, à partir avec des particules. Donc on va enlever notre petit cube, et donc on va faire un système de particules très très basique. On va faire un petit système de particules pour comprendre, qui va émettre une particule à la première frame de notre animation, et à partir de là on va voir ce que ça fait, enfin ce qu'on peut faire avec un vecteur. Donc on va faire naître des particules, donc je vais chercher le nœud de connexion qui va bien. Ces particules, on va donc ne les faire émettre, et on va n'en faire émettre qu'une seule à la première frame. Donc dans le nœud naissance, on va choisir un taux par image, on va laisser à une durée de vie de 90, voilà, c'est la durée de vie de notre anime. Et pour ne faire en sorte qu'il n'y ait une émission
qu'à la frame, on va faire à partir de la frame 0. On va aller chercher un nœud de connexion temps, généralité temps, qu'on va comparer à une certaine valeur, c'est-à-dire 0. Et à ce moment-là, on va venir ici jouer sur le activer la naissance. Donc on va aller chercher notre nœud comparé, donc expresso logique comparé. Donc on va comparer le temps. Lorsque donc le nœud de connexion est égal à 0, donc 0 on va laisser rendu en entrée 2, à ce moment-là ici je vais avoir 1. Donc 1 va signifier que si je relie à activer ici, ça dira active. Et dès qu'il n'y aura plus d'égalité, à la place de renvoyer 1, on renvoie 0, et comme c'est connecté sur activer, bah ça désactivera la naissance de particules. Donc pour peut-être que ça soit mieux visible, on va afficher un nœud de connexion résultat, dans lequel déjà on va mettre le temps. Donc forcément on va voir que par défaut c'est 0. Et dès que je vais commencer à lire, on voit qu'on a le temps en secondes de l'animation. En plus je me suis arrêté pile poil parce que comme on est, si je fais CTRL D dans un projet par défaut, on est en 30 images par seconde. Bah, comme je suis à la 15e, la moitié d'une seconde c'est bien 0,5. Je pourrais très bien ici récupérer l'image plutôt que le temps, si jamais je voudrais ne faire une émission qu'à la 15e frame, qu'à la 15e image. Donc, plutôt que de taper 0,5 ou de comparer ici avec 0,5, bah, je pourrais directement comparer 15 si j'utilisais cette sortie du nœud temps. Donc on a d'autres choses dans le temps, hein. Mais on va ne se servir que de ces deux-là. Tac, tac. Donc, autant lorsqu'il sera égal à 0, je vais ici activer ma naissance de particules. Donc je vais créer une particule. Donc là, si je rembobine et que je fais play maintenant, j'ai bien une petite croix blanche au centre. Donc on va faire une boîte, comme ça on verra mieux. Cette petite fenêtre Seeking Particle, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est dans Simuler, Seeking Particle, Paramètres Seeking Particle. Donc ici c'est bien parce qu'on a le nombre de particules à l'heure actuelle qui sont dans la scène, bah là il n'y en a bien qu'une. Donc a priori tout se passe bien. Et maintenant on va voir, déjà la première chose, on va voir que si j'applique pareil à la position de la particule, ça va réagir comme le cube, donc on va le voir ensemble. Donc maintenant on va aller dans Seeking Particle standard, définir les données. Donc on veut définir les données de la particule qu'on vient d'émettre. Et ce qu'on va vouloir définir, c'est sa position. Donc je maintiens CTRL double-clic pour optimiser la taille. Et je vais connecter, ce qui me permettait donc de mettre le cube ici. Je vais le connecter, et donc ma particule devrait être à cette position dès sa naissance. Donc pour rafraîchir, on rembobine, on lit. Et effectivement, on se retrouve bien avec notre cube qui est rigoureusement au même endroit. Donc ça, c'est pour la position. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir pas sur la position, donc la position, d'ailleurs, on va la forcer à 0. Comme ça, on la définit par un vecteur. Hop, on lit, on rembobine pour que ça rafraîchisse. On va dupliquer cette constante, donc je maintiens CTRL et je glisse dépose. Donc, on va donner une vélocité. Donc en gros, un vecteur, donc pour s'imager et voir ce qui va se passer avec la vélocité, si je commence à faire des gribouillis, lorsque je positionne ici mon cube avec un vecteur de 100, 0, 0, hop, si je fais apparaître de quoi faire mes gribouillis, je peux représenter ce vecteur en fait comme ça, dans l'espace. Donc quand j'applique à une position, bon, ça positionne l'objet. Maintenant si j'applique à la vélocité, là ça prend un peu plus de sens. Ce qui va se passer, c'est que si j'applique ce vecteur donc de 100, 0, 0 à la vélocité, en fait je vais initialiser la direction déjà de la particule dans le sens du vecteur, et sa vitesse, ça va être de vouloir
en partant de là où elle est à l'origine, donc là dans notre exemple 0, 0, rejoindre ce point ici, donc 100, 0, 0 en 1 seconde. Donc quand mon animation sera là, le cube devrait être, le cube blanc aura rejoint celui-ci, mais il va continuer. Mais pour vous montrer ce que le vecteur va provoquer lorsqu'on va le connecter sur la vélocité de la particule. Donc si je range de quoi faire mes gribouillis, que je reprends mon petit vecteur donc de 100, 0, 0, que je connecte maintenant sur la vélocité, on devrait voir, hop, donc faut lire, faut rembobiner. Donc on voit que, hop, lorsqu'on est à la 30e frame, image, on a bien notre particule qui est au même endroit que le cube. Et donc le fait d'avoir appliqué ce vecteur de 100, 0, 0 a permis donc d'appliquer une direction et la force, la vitesse à laquelle la particule va aller, ben c'est en 1 seconde elle va essayer de rejoindre. Donc j'espère que c'est à peu près clair. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ben maintenant on va voir en fait 3 opérations simples, comme je disais au début, donc l'addition de vecteurs, la soustraction de vecteurs et la multiplication d'un vecteur par un flottant, par un chiffre à virgule, qui va permettre de modifier les directions, qui vont permettre d'attirer des objets, qui vont permettre d'accélérer et de ralentir. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible et d'être le plus clair possible pour bien comprendre ça. Donc on va, pour faire ça, déjà débrancher ça, tac tac, qu'il se passe plus rien, on va recacher le cube, touc, tac, donc là il ne devrait plus bouger. Donc pour montrer, je vais faire dans un ordre qui va peut-être pas forcément être logique, parce qu'on pourrait voir que j'aurais pu faire addition, soustraction, multiplication, mais on va faire dans l'ordre addition, multiplication, soustraction, et on va voir l'intérêt de chacune des opérations sur le vecteur pour une dynamique de les particules quand on va jouer donc sur la vélocité. Donc on va se créer un petit groupe de particules permettant de représenter le vecteur A, un petit groupe de particules pour le vecteur B, on va mettre en couleur. Pour l'instant, on supprime ces constantes. On va vouloir effectivement définir la position de ces particules qu'on va grouper dans le groupe A. Tac, donc on devrait avoir un carré rouge. Très rapidement, tac tac, je reviens en arrière, c'est bien devenu rouge. Je vais rechercher une constante que je vais mettre à la position. Cette constante donc sera un vecteur de 100, 0, 0, tac tac, ok. Je vais dupliquer ce petit système. Je vais activer aussi cette naissance de particules au même moment. Je vais le mettre, ces deuxièmes particules, dans le groupe B. Et ce coup-ci, mettre un vecteur pour positionner sur l'axe Y. Donc si je fais play, hop hop hop, donc je me retrouve bien avec une particule positionnée à 100, 0, 0, donc la particule A qui est rouge et la particule verte à 0, 100, 0, comme on vient de le faire ensemble. Et donc pour voir ce qui se passe avec l'addition, c'est tout bête, on va prendre ce petit cube
et on va définir la position par le vecteur résultant de l'addition du vecteur A plus le vecteur B. Donc pour tout de suite vous représenter ce que ça va faire, si ici on a notre vecteur A qu'on additionne à notre vecteur B, en fait on peut faire un parallélogramme, et ici on obtient donc tac tac la résultante de l'addition de A et B ou de B et A, peu importe le sens, on obtiendra toujours ce même principe pour se représenter là où sera l'addition. Donc là je le fais sur un plan 2D et on verra que ça marche pareil dès qu'on met du Z. Donc je cache ces deux petites constantes, je vais peut-être les ressortir un peu. Hop. Et on va aller chercher un nœud de connexion, donc calculer math, qui par défaut est bien de type addition, mais les données en entrée et en sortie on veut que ce soit des vecteurs. Donc en entrée, ça c'est ma constante pour mon groupe A rouge, donc A, plus mon vecteur B, donc A plus B. Si maintenant je prends mon cube, hop, qui se balade quelque part, et que je le positionne avec le résultat, on se trouve bien avec notre cube, qui est là où j'avais fait mon petit gribouillis. Le truc, comme je disais, c'est que à partir du moment où là j'essaye d'être simple, en gros, et pour ceux qui connaissent d'ailleurs, ils peuvent passer un peu à la suite. Mais voilà la représentation en 2D. Si maintenant je suis en perspective et par exemple donc j'additionne non pas un B qui est juste avec de la hauteur, mais qui est aussi un décalage en Z, par exemple de 50, et que hop, je rafraîchisse déjà pour que on ait bien la particule qui soit rafraîchie aussi. Si on essaye de se représenter mes gribouillis tout à l'heure, hop, l'addition de A à l'addition de B, si on refait notre petit parallélogramme, on réobtient, désolé, c'est vraiment du gribouillis, on obtient le même résultat. Donc ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à additionner au niveau de la vélocité des forces, des directions. On a vu le fait d'appliquer un vecteur en vélocité d'une particule, on a vu ce que ça faisait, hein, on lui donne une direction et une vitesse. Le fait d'additionner ces directions et ces vitesses vont permettre par exemple d'émettre une particule qui va aller à une certaine vitesse et vers le haut. Si je fais un petit gribouillis plutôt que de parler, ça sera toujours mieux. Le fait d'additionner va nous permettre quoi? Va nous permettre par exemple si je prends un plan en 2D, ça sera peut-être un peu plus lisible. Si je donne une direction comme celle-ci, donc là ça serait un vecteur en l'occurrence de 10, 10, 0 par exemple, et je vais apporter de la gravité, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, j'ai ma particule qui tombe vers le bas. À chaque instant, je vais additionner la direction au moment où, à l'instant à laquelle je le fais, à un autre vecteur qui va être la gravité. Donc la gravité, c'est toujours logiquement dans ce sens-là. Et donc à chaque instant, je vais additionner les deux. Donc là, si on voit l'addition des deux, on a ce parallélogramme. Donc là, on aurait tout de suite cette direction. Donc si je donne vraiment pas beaucoup de force, je vais avoir un objet qui tombe très très rapidement, et ça au fur et à mesure du temps. Alors pour s'en rendre compte, parce que le concret c'est bien aussi, si
si je retourne dans ma vue perspective, hop, que j'arrête de m'amuser avec ce petit cube, que je n'émets plus que des particules pour le groupe A. Donc je vais désactiver le groupe B. Hop, on va déconnecter ça. Et je vais donc appliquer à la vélocité de ma particule A le mouvement que j'ai dessiné, donc un mouvement diagonal vers le haut. Je cache mon cube. Et on va lui donner un 100-100 par exemple. On a bien notre cube qui se déplace dans ce sens-là. Pour même encore que ça se voit mieux, on va, comme on avait vu une fois, utiliser un traceur pour tracer la trajectoire. Donc dans l'onglet objet ici, on va venir glisser le groupe de particules que l'on veut tracer. Donc là, on a notre direction. Et maintenant, comme je disais, l'intérêt par exemple donc, dans l'addition, un intérêt concret, c'est d'additionner à chaque instant la gravité qui elle est constante pour faire tomber et courber donc cette trajectoire. Donc pour faire ça, on va récupérer dans Seeking Particle initiateur conduit. Et dans ce conduit, donc je vais mettre mes particules de mon groupe A. Et en utilisant le nœud de connexion prélever les données, en fait, je vais à chaque instant pouvoir prélever les données de ma particule, donc au fur et à mesure du défilement de l'animation. Donc par exemple, si je veux récupérer sa vélocité, et que je l'affiche dans un résultat, on va voir qu'elle ne changera jamais, mais et ce résultat sera de type vecteur, et on devra avoir 100, 0, 0, peu importe le temps. Si maintenant, une valeur qui va forcément changer, c'est l'âge, je l'affiche. Il veut pas, parce que maintenant il est de type vecteur. Hop, je le remets de type réel et j'affiche l'âge. On devrait voir une valeur qui, elle, va changer. C'est-à-dire que je passe ici, en fait, à chaque moment, à chaque image. Et donc je récupère la vélocité. Donc par exemple, quelque chose, si on veut faire cette addition, ce qu'on va vouloir faire, c'est que donc à chaque instant, on va vouloir additionner à la vélocité actuelle, donc 100, 100, 100, 0, vu que c'est sa vitesse initiale, qui est, si on remonte, qui est initialisée ici, lors de sa naissance. Si maintenant, à chaque fois, je viens prendre une autre constante, de type vecteur, donc on va faire le bas, je sais pas trop les échelles, mais on va dire les moins 100, et que je viens additionner, donc calculer math de type vecteur, donc que je viens additionner la vélocité actuelle et que je viens définir les particules standard, définir les particules, hop, avec le résultat de l'addition dans la vélocité, on devrait avoir quelque chose qui tombe super rapidement, je m'en doutais. Donc si j'additionne pas, en fait il se passera rien. Peut-être pour que ça soit plus clair. C'est-à-dire qu'en permanence, je vais remettre ce 100, 0, 0 à la vélocité. Donc bon, ça ne change strictement rien. Je pourrais même déconnecter ici. Notre cube rouge se déplacerait de manière identique. Ah. Donc là, comme ça.
Et si maintenant je connecte cette vélocité, yes, tac, il se passe rigoureusement la même chose. Si maintenant, à chaque instant, donc j'ajoute le fait que je lui demande d'aller vers le bas, on va donc avoir une courbe, donc là qui tombe très très rapidement, donc on peut peut-être ici soulager en diminuant. Et donc là on a bien une particule qui commence à monter. Au fur et à mesure du temps, on lui dit ben, va vers le bas, va vers le bas, va vers le bas. Donc en gros, on a appliqué une gravité à notre particule. Donc voilà, j'ai un exemple concret de à quoi peut servir une addition de vecteurs. Maintenant, pour expliquer la multiplication, bah, je vais me servir de ce qu'on a déjà fait ici. Et je vais me servir ici de l'âge. Donc peut-être pour faire simple, on va laisser, on va pas faire de gravité. Donc on va pas additionner ici une constante qui va tirer vers le bas la particule. Pour l'instant, on va connecter comme ça. Donc on va se retrouver avec notre trajectoire linéaire. Mais ce qu'on va vouloir faire, si par exemple on a quelque chose d'un peu plus véloce d'ailleurs, parce que là pour l'instant c'est pas très véloce ce que je fais, on va se mettre en 200-200, on va peut-être même pouvoir encore augmenter, mais l'idée bah, c'est que la particule elle ralentisse au fur et à mesure de sa vie, ou accélère, c'est au choix, enfin jouer. Donc le but ça va être de jouer sur la vitesse, et donc en faisant quoi? En jouant sur la multiplication d'un vecteur par un flottant. Donc pour montrer, c'est tout bête. En gros, ma particule rouge, si je lui donne, d'ailleurs on va enlever la vélocité, on va juste jouer sur la position et on va rester en 100, 0, 0. Voilà. Si j'applique seulement donc un vecteur de 100, 0, 0 à la position, on a vu que ça faisait ce vecteur-là. En fait, la multiplication, elle est toute bête. Bah, elle va soit multiplier ou la longueur, ou soit diviser. Donc, si je multiplie par exemple par 3 ce vecteur, enfin, en fait, j'obtiendrai tout simplement donc ce vecteur x 3, donc un deuxième ici, un troisième. Donc en gros, si je multiplie un vecteur de 100, 0, 0 par 3, ben, j'obtiendrai ce vecteur. Hop, je le dessine un petit peu en dessous, enfin je le cribouille un peu en dessous, mais il serait bien sur cet axe-là. Donc en gros, j'ai multiplié, autant la position c'est pas très parlant, mais si c'était la vélocité, plutôt que d'avoir un cube qui en une seconde irait à cette vitesse-là, si je multiplie par 3, j'ai un cube qui irait 3 fois plus vite. Si je multiplie par 0,5, donc par des valeurs inférieures à 1, je vais commencer à diviser la vitesse, donc à ralentir. Donc si je multiplie par exemple par 0,5, hop, je cache un peu, je remets propre, j'obtiendrai donc la moitié de ce vecteur là, donc j'obtiendrai un point ici, donc j'aurai divisé. Plutôt que de faire les gribouillis, on va voir tout de suite si à ce vecteur j'utilise l'opération mathématique, calculer, j'ai fait une bêtise, c'était pas flottant fonction mais flottant maths. Voilà. Si je multiplie ici ce vecteur, donc type de données vecteur, que je multiplie par la valeur flottante, ici, par exemple de 3, qui était mon premier exemple, si c'est maintenant cette valeur que je mets dans la position, mon cube devrait donc être 3 fois plus loin sur l'axe X. Donc c'est bien le cas.
Et par exemple, donc si je multiplie par 0,5, hop, on revient en arrière, on est bien à la moitié de tout à l'heure. Donc comme je disais, l'intérêt sur la position bon, n'est pas forcément flagrante. Mais si j'applique maintenant cette valeur à la vélocité, on va voir que hop, hop, hop. Donc là j'ai un cube qui est lent. Bah, si je veux l'accélérer sans changer la constante, parce que parfois c'est pas une constante qu'on a, c'est une valeur déjà existante, comme on voyait tout à l'heure. Hein, la valeur qu'on récupérait dans vélocité, c'est pas une valeur qu'on contrôle. Si j'y applique par exemple un coefficient x2, bah là ça va aller 4 fois plus vite que tout à l'heure. Donc voilà la base, mais là où il va y avoir tout l'intérêt, c'est-à-dire pour accélérer et ralentir, bah, c'est de jouer sur cette valeur, sur ce flottant, en fonction du temps. Donc on peut le faire de manière... on pourrait le faire avec des clés par exemple. Je pourrais par exemple ici faire un contre-clic, mettre un flottant à 2, et lorsque je suis à la fin 90, avoir un flottant à 0, donc plus du tout de vitesse. Donc là on aurait bien hop, forcément, faut rembobiner. Et forcément je le fais pas au bon endroit. Donc on va laisser la constante là. Explication, c'est qu'ici se définir les données est défini au moment de la naissance. Après, si on veut jouer sur la particule dans le temps, on ne peut plus le faire ici, il faut passer par un conduit. Voilà pourquoi j'avais mis un conduit tout à l'heure. Donc on va déplacer ce petit nœud de connexion. Donc on va connecter dessus la vélocité. Et là, ce coup-là, on va avoir l'effet désiré. Donc notre bille qui va arriver... wow. Un peu violent quand c'était déjà 1. Donc on va mettre 1. Tac. Voilà. Et donc on a notre cube qui avance et on va au fur et à mesure, on va tomber à 0. Donc on pourrait faire le sens inverse. Mais le but c'est pas de le faire avec des clés. Donc je vais ici faire un clic droit animation, supprimer la piste. Mais ça va être de jouer bien en fonction du temps, mais en le faisant bah, nous manuellement, entre guillemets manuellement. Comment faire ça? Ben, en fait on va utiliser l'âge, qui dans notre cas peut être compris entre 0 et 3 secondes pour l'âge d'une particule. Sachant que si je vais dans naissance, j'ai déterminé qu'une particule était à 90 frames, c'est la valeur par défaut, 90 images, sachant que si je fais CTRL D, je vais dans les paramètres de mon projet, par défaut on est à 30 images par seconde, l'âge maximum d'une particule va être de 3 secondes. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est jouer entre ces 0 et 3, et définir une plage de valeurs correspondantes. Donc par exemple à 0, si on veut faire une décélération, on va vouloir que notre flottant multiplicateur soit à 1, donc ne touche pas la vélocité, et au fur et à mesure on va arriver vers 3, on va vouloir que ça tende vers 0. Alors pour ça, il y a un petit nœud de connexion magique dans Expresso calculé, qui est la cartographie d'intervalle. Donc elle prend quoi? Une entrée, une sortie. Donc on va connecter ça tout de suite. Donc c'est-à-dire qu'en entrée, on va avoir une valeur donc entre 0. Voilà, de toute façon, j'ai toujours mon petit nœud de connexion ici, 0. Et donc si je vais au bout, hop, 3. Donc entrée min, 0. Entrée max, 3. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est la valeur de sortie, donc ce qu'il va y avoir ici, ici, tac. Je duplique mon résultat. Si on veut faire simple, par exemple, quand on a 0, on veut que ça soit 0, effectivement, et arrive à 3, on va avoir un chiffre de 1. Donc on va voir que si on revient au début, à 0, effectivement, on a bien 0, et plus on va tirer vers le 3, et on voit que cette valeur est bien inférieure, on a 0,078, et ici 0,233, donc justement peut-être... voilà. Et
plus si j'arrive à la moitié, donc à 45. Lorsque je suis à 1,5, je suis bien à 0,5 de cette valeur. Donc si je veux, par exemple, accélérer, si je multiplie par 1, ici, ça ne fera rien, donc ça prendra la vélocité, ça l'enverra direct. Et au fur et à mesure, si je la divise, donc en multipliant par un chiffre inférieur à 1, donc 0, bah je vais, seulement à la frame 1 il ne se passera rien, mais déjà dès la frame 2, il va commencer à ralentir la vélocité du cube. Donc c'est un peu mou, on va accélérer et on va faire un peu aussi quelque chose en pas forcément linéaire, enfin pas linéaire, un peu en mouvement. Comme ça on a ralenti. Tac tac, voilà on a quelque chose, un peu plus de punch. Donc on a bien notre ralentissement. Si maintenant on voudrait par exemple ne le faire que à partir de excusez-moi, laisser la vélocité normale pendant les 2 premières secondes de vie de la particule, mais ne jouer dessus qu'à partir de la deuxième seconde de vie, donc dans notre cas la frame 60, et de le ralentir que sur cette période là, mon entrée mine ici ça sera 2. Et forcément comme j'ai mis une très forte vélocité pendant 2 secondes, ça fait beaucoup. Donc si je mets 1 déjà. Et petite chose, comme c'est pas trop, pour être sûr qu'on n'aille jamais par exemple inférieur ou supérieur au mini ou inférieur ou supérieur au maxi, surtout allez bien dans notre connexion et clamper. Comme ça évite de sortir de l'intervalle qui est positionné en sortie. Parce que là je pense que c'est ça qui se passe, voilà, c'est un peu moins véloce. Donc un peu trop véloce mon truc. On va revenir à des valeurs plus sensées, plus agréables. Donc là, effectivement, ça va loin. Mais à partir de la frame 60, on a quelque chose qui se ralentit. J'ai pas l'impression que ça réagit comme je le souhaite. 1,3, effectivement je ralentis depuis la deuxième. Donc à partir de 60, on voit que ça ralentit pour quasiment s'arrêter. Et donc là on a fait l'accélération, on peut faire donc la décélération. On peut faire une accélération. Par exemple, on pourrait ici, à partir de la deuxième seconde, l'accélérer et multiplier par 2. Donc au début, on a une vitesse plutôt calme, et au fur et à mesure, on va accélérer, sachant que comme on le fait à chaque valeur du temps, on a des... Là au début, on voit qu'on est toujours à une vélocité de 100, 100, 100. Donc à partir de la deuxième seconde, donc à partir de la frame 60, on commence à avoir un vecteur qui commence à avoir une valeur un tout petit peu plus grande, parce que dans notre cartographie d'intervalle, à partir de la deuxième seconde, on va multiplier ce 100, 100, 100 par un 1, quelque chose, si je le connecte. Et comme il n'y était pas, tac, bon là on est déjà, pardon, hop, ce sera mieux comme ça. Vous voyez, un 1,133, parce qu'à partir de la seconde 2 et quelques, et on commence à multiplier, donc on accélère. Donc on va plutôt faire un ralenti, en général, dans la vraie vie, la force qu'on donne initialement diminue au fur et à mesure. Donc, hop, 0. Qu'est-ce que ça nous donne en lecture? Un déplacement plutôt faible. Donc on va accélérer. Et pour montrer à nouveau cette petite addition,
Bah maintenant qu'on a donné une vélocité initiale à notre particule, donc une direction et une vitesse, on la ralentit jusqu'à sa, entre guillemets, jusqu'à sa mort, et en parallèle, on va additionner durant toute cette vie là, on va additionner la gravité pour lui donner la direction qu'on a vue tout à l'heure. Pour ça, on va additionner au fur et à mesure du temps cette vélocité qu'on vient de générer ensemble à notre constante gravité, hop, qui est là, notre moins 10, qui va peut-être être un peu faible maintenant. Et c'est ce résultat qu'on va appliquer à la vélocité, et donc on devrait revenir à un mouvement qui va plus former, voilà, former une courbe. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on n'a plus du tout de force, et il n'y a plus que la gravité, quasiment, qui agit sur la vélocité de la particule. Avant d'en avoir terminé, la dernière petite chose qui est intéressante avec les vecteurs, c'est la soustraction. Et là où c'est rigolo, parce que qu'est-ce que c'est la soustraction de deux vecteurs? Donc je vais débrancher tout ça pour revenir à mes deux. Donc on rebranche sur la position, on réactive notre naissance de particules, et on va revenir à nos valeurs. Donc A, c'est l'axe des X, Y, B, c'est Y. Hop, tout blout, donc on devrait revenir avec, voilà, nos deux. Qu'est-ce que c'est la soustraction de deux vecteurs? Là, le sens de A-B et B-A a son importance. Hop, donc pour avoir la place, on va dézoomer un petit peu. Et donc la soustraction, si on prend le sens A-B, donc le vecteur A, 8, si on le soustrait au vecteur B, on devrait obtenir un point, hop, qui est ici. Donc obtenir le vecteur suivant. Et si maintenant je soustrais le vecteur B au vecteur A, je devrais avoir un vecteur de sens contraire. Et donc ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que ce vecteur, qui est une direction, on a vu quand c'est appliqué à la vélocité, si par exemple je dis à ma particule rouge, tu vas avoir en vélocité le vecteur de la soustraction, enfin de la soustraction du vecteur B moins A, on devrait avoir une vélocité qui devrait amener la particule rouge vers la particule verte. Donc en gros, la soustraction de vecteurs va nous permettre d'attirer des particules vers une position. Donc pour faire ça, on va donc appliquer à la vélocité de notre particule A la résultante de la soustraction. Donc on va un peu décaler ça. Donc notre constante, ici c'est B, ici c'est A. Donc on va d'abord faire A moins B. Donc on a vu que c'était ce vecteur, donc hop, si rapidement je le mets sur le cube, sur la position globale, que je fais un A moins B. Donc bien vecteur mais soustraction. Donc on a bien ce vecteur. Et si j'inverse, donc B moins A, ouais, ça, cette inversion, ça marche pas. Donc B moins A, on obtient le deuxième vecteur que j'avais dessiné, gribouillé. Et donc c'est ce vecteur-là qu'on va vouloir appliquer à la vélocité. Donc si maintenant je cache mon petit cube et que j'applique à la vélocité de ma particule A la soustraction, hop, 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 on a bien notre particule B qui prend la direction de la particule verte. Et c'est pour ça que je voulais montrer la multiplication avant. Comme ça on a vu comment jouer, donc accélérer et ralentir en fait un vecteur.
Qu'est-ce que... Bah, tout ça en fait je m'en servirais pas quasiment. On va tout planquer. On va juste refaire définir les données. Donc si je branche comme ça, c'est-à-dire que je prends ma particule A, qu'à n'importe quel moment je prends sa vélocité qui était initialisée par ce vecteur et que je ne fais aucune opération dessus, bah, il va rien se passer, même déplacement que tout à l'heure. Si maintenant, au fur et à mesure du temps, si maintenant en fait je fais la soustraction au fur et à mesure du temps, bah, étant donné que le point rouge, enfin le point A qui est rouge se rapproche, bah, chaque instant si je fais la soustraction, bah, sa vitesse va diminuer parce que le vecteur va être de plus en plus petit. Donc si je soustrais la vélocité, donc à cette position, donc ma constante c'est mon point B, donc c'est 0, 100, 0, hop, tac. Si mon point B ici, je soustrais notre connexion calculée, math, que je débranche un peu tout ça en dessous, paf. Que je soustrais donc B moins A, donc c'est pas la vélocité d'ailleurs, c'est la position de ma particule, pack. Et que la vélocité, je l'applique à la vélocité. Et ici que je mette bien en type vecteur soustraction. On va avoir notre particule rouge qui va être attirée vers notre particule verte. Là où ça devient entre guillemets rigolo, c'est que si je fais la soustraction en fonction du cube, hein, donc je vais le remettre en 0, 0, notre particule verte, on n'en a plus besoin. Je vais la couper. Donc là, et que cette constante, je la remplace par la position globale de mon cube. C'est-à-dire que je soustrais donc la position de mon cube à la position rouge. Donc on va voir que le cube rouge va être attiré. Bah, si je m'amuse à déplacer mon cube, on voit que ma particule rouge va en permanence essayer de suivre le mouvement de ma particule. Donc on voit que c'est assez faiblard. Tout l'intérêt par exemple de faire en sorte que cette vélocité soit un peu plus véloce. Donc on a vu comment faire. On va chercher un nœud calculé flottant math. On applique le résultat de la soustraction. Le paramètre, on va multiplier par exemple déjà juste par 2 pour voir. Et on applique sa vélocité. Et donc on devrait avoir un cube rouge qui suit 2 fois plus vite. Hop, désolé, notre connexion ici, vecteur, et on veut bien multiplier. C'est mieux de paramétrer correctement. Et on voit notre particule rouge va beaucoup plus vite en direction de notre cube. Si on veut qu'elle soit très collante, si par exemple on met 5, voilà, du coup elle va être beaucoup plus collante. Mais on a bien notre particule qui suit. Donc ça c'est un exemple pour faire suivre l'autre, mais bah, ça peut être aussi une possibilité, justement ce que je suis en train d'essayer, pour faire du morph, c'est-à-dire partir de particules qui remplissent un carré par exemple, un cube pardon, et faire en sorte qu'ils remplissent par exemple une sphère, et faire le morph entre les deux positions grâce à la soustraction des vecteurs. Dans tous les cas, ce que je voulais montrer, c'était de montrer les bases, donc l'addition de vecteurs, la soustraction de vecteurs et la multiplication d'un vecteur par un flottant, par un nombre à virgule.
et voir l'intérêt, et voir comment jouer avec les particules, jouer sur la position et surtout la vélocité, pour ainsi apporter un comportement, une dynamique à ces particules. J'espère que ça vous a intéressé, et dans tous les cas, je vais vous montrer très rapidement un tuto pour une application un peu plus concrète encore de ce que je viens de vous montrer pendant une petite heure. Merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao!